C'était il y a à peine un mois et demi, la porte d'un avion d'Alaska Airlines s'arrache complètement au décollage. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. L'avion fait demi-tour et se pose sans encombre. Le modèle de l'avion impliqué, un certain Boeing 737 MAX. Un avion qui à ce moment-là a déjà une terrible réputation. Aujourd'hui, pour le deuxième long format sur la chaîne, on se plonge dans le plus gros scandale de l'histoire de l'aviation, je pèse mes mots. Négligence grave, corruption, connivence, appât du gain, une affaire qui, vous allez le voir, flirte avec l'irrationnel à certains moments. Comment l'entreprise américaine Boeing, une entreprise aussi puissante et réputée pour sa sécurité, a-t-elle pu en arriver là? Retour sur le scandale du Boeing 737 MAX, un cercueil volant qui encore aujourd'hui transporte des centaines de milliers de personnes chaque jour à leur risque et péril. Le constructeur américain Boeing est le pionnier de l'aviation moderne. Il est non seulement le premier constructeur aéronautique à produire des avions en série à partir des années 30, mais il a surtout été le leader mondial de ce domaine pendant plus de 70 ans, principalement grâce à son modèle phare, le personnage principal de notre histoire, le Boeing 737. Au début des années 60, la plupart des avions de ligne sont des gros porteurs et sont conçus pour les voyages long courriers. Le Boeing 737, lui, est l'un des premiers avions à se concentrer sur le marché des voyages courts et moyens courriers, répondant à une demande croissante pour des vols régionaux et des liaisons interurbaines. Sa première version, le 737-100, est inauguré en 1967 et le 737 va devenir une icône de l'aviation moderne. Le positionnement du 737 est parfait, c'est un avion fiable et rentable et les commandes ne vont plus s'arrêter. Avec ses 15 572 unités vendues jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement l'avion le plus vendu de l'histoire. Alors ce Boeing 737, il est un peu spécial. On va s'attarder un petit peu sur son design parce que vous allez le voir, ce dernier va avoir une importance cruciale pour la suite. Depuis sa première version, le 737 est court sur pattes, le train d'atterrissage est petit et les ailes sont quasiment à hauteur d'homme. À l'époque, c'était un choix délibéré de Boeing car ça permettait de faciliter la tâche aux équipes de manutention quand l'avion était au sol. Au début, ça ne pose aucun problème. Les deux variantes du 737, le 100 et le 200, sont tous les deux équipés du moteur à réaction Pratt & Whitney JT8D. Ce moteur, il est plutôt petit, il passe sans problème sous les ailes basses du 737, il est puissant, il est bruyant, mais surtout extrêmement gourmand en carburant. Au début de l'exploitation du 737, ça ne pose aucun souci car le cours du pétrole est très bas à ce moment-là. Mais deux gros obstacles vont venir se dresser en travers de la route du 737. Le premier, ce sont les chocs pétroliers de 72 et 79. Le prix du baril de pétrole va atteindre des sommets quasiment $120 en 79. Avec ses moteurs très gourmands en carburant, la rentabilité du 737 chute. Boeing doit faire quelque chose. Alors comment on fait pour faire baisser la consommation d'un avion? Premièrement, on peut diminuer son poids. On va utiliser des matériaux composites lors de sa fabrication, donc du carbone, du titane ou encore de l'aluminium. Deuxièmement, on améliore son aérodynamisme en lui rajoutant par exemple des winglets au bout des ailes qui vont améliorer sa pénétration dans l'air. Et troisièmement, le point le plus important, on peut améliorer ses moteurs. À partir de 1985, Boeing équipe ses 737 du tout nouveau moteur CFM56, bien plus efficace et économe que son prédécesseur, mais aussi beaucoup plus gros. Par chance, il passe tout juste sous les ailes basses du 737. Le modèle redevient une machine à cash pour les compagnies aériennes. Un retour en grâce qui arrive à point nommé, car de l'autre côté de l'Atlantique, une révolution se prépare. C'est l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché de la construction aéronautique, un certain conglomérat européen qui se prénomme Airbus. Au départ, les Américains de Boeing ne se méfient pas du tout d'Airbus, et plutôt à raison, le premier avion d'Airbus, l'A300, n'est vraiment pas réussi. C'est un gros porteur, il peut embarquer plus de 250 passagers, mais il a une autonomie de seulement 2500 km. C'est vraiment pas l'idéal comparé au 707 de Boeing, son concurrent direct qui lui pouvait traverser l'Atlantique. Airbus doit faire mieux. Le 27 février 87, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Airbus annonce la sortie de son tout nouvel avion, l'A320. Il se présente comme le concurrent direct du 737 de Boeing, un avion monocouloir de taille réduite destiné aux courts et moyen courrier. L'A320 est bon, extrêmement bon. Il apporte des technologies totalement nouvelles qui facilitent la vie des pilotes grâce aux commandes de vol électriques, des passagers grâce à une cabine plus large et des compagnies aériennes grâce à son efficacité énergétique. En effet, sa conception aérodynamique lui permet de consommer moins de carburant par siège que le 737. Dès lors, la concurrence entre l'A320 et le 737 va être très tendue pendant toute la décennie 90. Mais dans cette concurrence, Airbus a un avantage structurel de taille. L'A320 a été dessiné après les chocs pétroliers. Les ingénieurs d'Airbus ont pu anticiper au moment même de la conception de l'avion que ses moteurs allaient devenir de plus en plus gros au fil des années. Le profil de l'A320 est donc bien plus haut que celui du Boeing 737. On peut le voir très clairement sur ces deux photos, l'Airbus à droite est plus haut d'1 mètre. Mais alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de ça parce que cette différence anatomique des deux avions, c'est ce qui va marquer le début de l'affaire la plus hallucinante de l'histoire de l'aviation. À partir de 2004, un nouveau choc pétrolier a lieu. Les prix s'envolent, les constructeurs doivent réagir. En 2010, Airbus fait alors une annonce qui fait trembler tout l'état-major de Boeing.
Le groupe a développé en secret une nouvelle version de son A320, l'A320 Neo, Neo pour New Engine Option. L'A320 est en effet équipé d'un tout nouveau moteur, le LEAP 1A fabriqué par Safran. Pas mal, non? C'est français. Un moteur si efficace qu'il permet à l'A320 de réduire sa consommation de 20% par rapport à la génération précédente. Un gain considérable qui va permettre aux compagnies aériennes d'économiser des dizaines de millions d'euros de kérosène chaque année. De plus, le nouveau modèle est tellement similaire à l'ancien que les pilotes n'ont pas besoin de passer de certification supplémentaire pour piloter dessus. Un argument qui, vous le verrez, aura son importance par la suite. Airbus vient de réaliser un sacré tour de force et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la panique. Face à cette annonce, Boeing est dans l'obligation de réagir très rapidement, sous peine de voir son principal concurrent le dépasser sur le segment du court et moyen courrier. Étant donné qu'aujourd'hui le marché de l'aviation est un duopole entre Boeing et Airbus, si Airbus arrive à produire un avion significativement meilleur, Boeing va perdre beaucoup d'argent. Surtout que ce segment du court moyen courrier, c'est le plus rémunérateur, tout simplement parce que ce sont les types d'avions qui reçoivent la plus forte demande, et ainsi les constructeurs peuvent réaliser des économies d'échelle monstrueuses au moment de leur fabrication. À ce moment-là, Boeing doit donc faire un choix cornélien. Persister encore et toujours avec son 737 en sortant une nouvelle version améliorée et équipée des moteurs LEAP, ou partir d'une feuille blanche et concevoir un nouvel avion de A à Z. Concevoir un tout nouvel avion, c'est au minimum 10 milliards de dollars à investir pour la conception, et au minimum 6 ans de délai entre le premier dessin et le premier vol. Pour Boeing, c'est inconcevable de laisser un boulevard à son concurrent pendant autant de temps. Ils vont donc choisir l'autre option, sortir une version améliorée de son 737 avec le moteur LEAP, le fameux 737 MAX, sûrement la pire décision de l'histoire de l'entreprise. Le 30 août 2011, Boeing annonce démarrer officiellement le projet du 737 MAX. Dans ce projet, il y a deux objectifs principaux. Améliorer l'aérodynamisme de l'ancienne génération, ça ils vont y arriver sans problème grâce à l'ajout de nouveaux winglets plus performants. Et le deuxième, c'est de remplacer les anciens moteurs par les moteurs LEAP, bien plus efficients, et c'est là que ça va coincer. Rappelez-vous, le 737 est un avion qui est bas. Cette fois-ci, il n'y a rien à faire, le moteur ne passe tout simplement pas sous l'aile, il est trop gros. Les ingénieurs de Boeing vont s'arracher les cheveux sur cette problématique. L'avion ne peut pas sortir sans être équipé de ce moteur. C'est le bid assuré car la 320 Neo sera bien meilleure et bien plus rentable pour les compagnies aériennes. Au-dessus d'eux, l'état-major de Boeing leur met une pression énorme. Le 737 MAX doit exister et le plus vite possible. Car la première livraison d'un A320 Neo vient d'être faite, il n'y a plus de temps à perdre. Une solution est finalement trouvée, mettre les moteurs non plus sous les ailes mais à l'avant des ailes. Affaire à suivre. Le 8 décembre 2015, à l'usine Boeing de Renton, dans l'état de Washington, le 737 MAX est présenté en grande pompe. Le CEO de Boeing, Dennis Muilenburg, on va en reparler de lui, annonce que son 737 MAX est tellement similaire à l'ancienne génération que les pilotes ne vont pas avoir besoin de certification supplémentaire pour le piloter. Dès lors, les plus grosses compagnies du monde se l'arrachent. American Airlines, Ryanair ou encore Turkish Airlines passent commande de l'appareil. 438 avions commandés la première année. C'est énorme. La demande pour l'avion monocouloir est bien là, l'état-major de Boeing jubile, le cours de l'action grimpe en flèche. Le 29 octobre 2018, un Boeing 737 MAX de la compagnie Lion Air décolle de l'aéroport international de Jakarta à 6h20 heure locale, 189 personnes sont à bord. Au bout de seulement 32 secondes de vol, alors que tout semble se dérouler pour le mieux, une alarme de décrochage retentit dans le cockpit. Les pilotes ont beau être expérimentés, 6000 heures de vol pour le commandant de bord et 5000 pour le copilote, ils ne comprennent rien. L'avion pique intempestivement vers le sol et une bataille de 13 minutes s'enclenche entre les commandes de vol et les pilotes, mais rien n'y fait, à 6h33, les contrôleurs aériens perdent le contact avec l'avion. Il vient d'heurter à haute vitesse la mer de Java, ne laissant aucune chance aux 181 passagers et 8 membres d'équipage. Une enquête est directement lancée par les autorités indonésiennes pour comprendre ce qui s'est passé. Mais elle prend du retard à cause de mauvaises conditions météorologiques dans la zone et du point d'impact de l'avion en eau profonde. Le régulateur américain, la FAA, se penche également sur le sujet. Seulement 5 mois plus tard, le 10 mars 2019, avant même que toute la lumière soit faite sur le premier crash, le Boeing 737 MAX du vol 302 d'Ethiopian Airlines décolle d'Addis Abeba pour Nairobi avec cette fois-ci 157 personnes à bord. Le scénario infernal se reproduit à l'identique. L'avion s'écrase seulement 6 minutes après le décollage en heurtant le sol à 1100 km/h. Le jour même, devant les similitudes des deux crashs, la Chine, l'Indonésie et la Thaïlande interdisent le survol de leur territoire au Boeing 737 MAX. Le lendemain, ce sont tous les pays de l'Union européenne qui font de même. Et c'est seulement le surlendemain, le 13 mars, que Donald Trump annonce en personne l'immobilisation des Boeing 737 MAX sur le sol américain. Ça y est, plus aucun 737 MAX dans le monde n'est autorisé à décoller. Quelque chose cloche sur cet avion et peut le faire crasher à tout moment. Ce que l'on va découvrir dépasse l'entendement.
L'enquête s'annonce longue et fastidieuse, elle s'ouvre le 27 mars 2019. Fait assez rare, c'est le Congrès américain, l'équivalent du Sénat et de l'Assemblée nationale en France, qui va s'en charger en partenariat avec le FBI. La commission d'enquête est menée par Sully Sullenberg, le pilote qui, rappelez-vous, avait réussi un amérissage extrêmement impressionnant sur l'Hudson le 15 janvier 2009. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est extrêmement tendue et c'est Dennis Muilenburg en personne, le CEO de Boeing, qui va devoir répondre aux accusations. I know this committee has many questions about the MAX, and we'll do our best to answer those today. We know both accidents involved the repeated activation of a flight control software system called MCAS. Regulators around the world should rigorously scrutinize the MAX and only approve its return when they are completely satisfied with its safety. The public deserves nothing less. Cette commission d'enquête, elle va faire des révélations hallucinantes, accrochez-vous bien. Pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, il faut se replonger à l'époque de la conception du 737 MAX. Au début de la décennie 2010, c'est là que tout le feuilleton commence. Rappelez-vous, à cette époque, Airbus prend une grosse longueur d'avance sur Boeing en annonçant la sortie de l'A320 Neo. Boeing, en réaction, prend la décision de retravailler son 737 en y intégrant le nouveau moteur LEAP. Pour le faire rentrer sur le 737 MAX, ils vont largement l'avancer et le rehausser, il ne sera plus sous l'aile, mais devant l'aile. Le problème, c'est que pendant les premiers tests en vol du 737 MAX, les ingénieurs de Boeing ont fait une découverte assez préoccupante. En effet, le 737 n'a pas été conçu à la base pour avoir une si grosse charge à l'avant des ailes. Pendant les tests, lorsque l'avion accélère, le poids du moteur modifie l'angle d'attaque de l'avion, ce qui le fait basculer vers l'arrière et décrocher. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs de Boeing vont développer le logiciel MCAS, un logiciel qui va corriger automatiquement l'angle d'attaque du Boeing lorsqu'il accélère. Un logiciel qui fonctionne bien lors des premiers tests en vol, la solution semble toute trouvée. Mais le souci, c'est que cette solution des ingénieurs de Boeing, elle ne va pas du tout plaire au-dessus au conseil d'administration de Boeing. Pourquoi ? Parce que l'un des arguments de vente principaux du 737 MAX, outre sa consommation réduite en kérosène, c'est le fait qu'il sera sensiblement le même que la génération d'avant et que les pilotes n'auront pas de nouvelles certifications à repasser pour piloter dessus. Son concurrent, l'A320 Neo, lui, n'a nécessité aucune nouvelle formation des pilotes car les commandes de vol étaient strictement identiques à celles de la génération d'avant. Le problème, c'est que si Boeing rajoute le MCAS dans le 737 MAX, un logiciel qui modifie un paramètre critique sur le nouvel appareil, à savoir l'angle d'attaque, les pilotes du monde entier vont devoir repasser des certifications en simulateur pour se familiariser avec le nouveau modèle. Et ces entraînements, ils ont un coût énorme pour les compagnies aériennes. En moyenne 10 millions de dollars pour chaque compagnie. L'état-major de Boeing, à ce moment-là, pense que ces frais supplémentaires vont largement dissuader les compagnies aériennes d'acheter le 737 et qu'elles vont plutôt se tourner vers le concurrent européen qui ne nécessite pas de nouvelles certifications. C'est cette crainte qui vont les pousser à commettre l'inimaginable. Alors que dans le premier concept du 737 MAX, le logiciel MCAS est bien mentionné dans le manuel de vol et qu'une alarme d'avertissement est installée dans le cockpit pour signaler sa mise en route, les dirigeants de Boeing décident de le cacher au monde entier dans la version finale du 737 MAX pour éviter un surcoût pour les compagnies aériennes. L'alarme dans le cockpit est enlevée et toute mention du MCAS est rayée du manuel de vol. Les découvertes choquantes ne s'arrêtent pas là, on va s'attarder un peu sur ce fameux logiciel, le MCAS. Alors ce logiciel, comment il fonctionne ? C'est plutôt simple, il réagit en fonction des données que lui envoie un capteur d'inclinaison, la sonde d'incidence gauche qui est placée sur le flanc de l'avion. Dès que ce capteur détecte une inclinaison anormale pouvant mener à un décrochage de l'avion, le MCAS se met en route, tire les commandes de vol et fait piquer le nez de l'avion pour le restabiliser. Ce qui est complètement lunaire, c'est que dans la première version des 737 MAX, ceux qui se sont crashés, il n'y avait qu'une seule et unique sonde d'incidence dans l'avion. Une situation vraiment très inhabituelle car dans un avion, la plupart des systèmes sont doublés voire triplés pour limiter les risques en cas de panne. Encore plus quand il s'agit d'un logiciel clé pour l'avion comme le MCAS. C'est un choix complètement incompréhensible de la part de l'avionneur, il suffisait donc d'un seul défaut de ce capteur pour rendre le MCAS complètement fou et l'avion complètement incontrôlable. Comme si le mensonge sur son existence ne suffisait pas, le MCAS est également extrêmement mal conçu. Je vous laisse imaginer maintenant ce qu'il s'est passé pour les crashs de la Lion Air et de l'Ethiopian. Dans les deux cas, c'est ce capteur précisément, la sonde d'incidence, qui s'est mis en défaut et a envoyé des données complètement erronées au MCAS qui est devenu complètement fou. Le capteur faisait croire au MCAS que l'avion décrochait alors que tout allait bien. Ça a résulté sur des piquets intempestifs des avions qui les ont peu à peu rapprochés du sol. Les pilotes de ces deux avions se sont battus contre un ennemi invisible pendant 7 et 13 minutes. L'alarme d'avertissement du MCAS ayant été enlevée du cockpit, ils n'ont à aucun moment compris ce qu'il se passait et les réactions complètement inhabituelles de l'avion. Il n'y avait rien à faire, le 737 MAX les a condamnés. Ces révélations de la commission d'enquête font l'effet d'une bombe. Les pilotes du monde entier se sentent lourdement trahis par Boeing pour avoir mis leur vie en danger à ce point, et on peut les comprendre, les dirigeants de Boeing étaient bien conscients qu'ils disposaient d'un système MCAS dangereux, et plutôt que de donner la priorité à la sécurité de leurs clients, ils ont préféré avoir un avion très rentable. Mr. Muilenburg, my first question really is, when should you have grounded this plane? Congresswoman, we've asked ourselves that question many times, and if we knew back then what we know now, we would have grounded right after the first accident.
Mais aussi fou que cela puisse paraître, ça ne s'arrête pas là, ce n'est que le début des révélations. La question qu'on peut alors se poser à ce moment-là, c'est comment cet avion extrêmement dangereux a-t-il pu obtenir les certifications des régulateurs pour être autorisé à décoller ? Bon alors là on s'attaque à un autre gros morceau de l'affaire, laissez-moi vous présenter la FAA. La FAA c'est le gendarme de l'aviation américaine. C'était jusqu'à présent un organisme cinquantenaire extrêmement respecté dans le monde de l'aviation, qui faisait véritablement référence dans le monde entier. L'organisme était réputé pour ses inspections extrêmement dures qui pouvaient recaler l'avion de n'importe quel constructeur du jour au lendemain. Des contrôles draconiens avec tous les constructeurs, sauf avec Boeing. Boeing avait un passe-droit avec la FAA, un énorme passe-droit. Entre Américains, on se soutient. La FAA avait lancé avec Boeing le programme ODA, par lequel le gendarme de l'aviation américaine déléguait ses tâches de surveillance aux employés de Boeing, employés qu'ils étaient censés surveiller. Alors je reformule, ce sont donc les employés de Boeing qui ont décidé que le 737 MAX de Boeing était apte à voler en toute sécurité. Et le problème c'est que ça fait un énorme conflit d'intérêts, parce que Boeing avait des intérêts directs à accélérer les délais de certification pour vendre son avion le plus rapidement possible et rattraper son concurrent Airbus. Voilà comment un logiciel aussi dangereux que le MCAS a pu être camouflé et se retrouver dans cet avion, à cause d'une relation complètement anormale entre une autorité de régulation et une entreprise privée. Pendant les auditions, le président de la FAA, Stephen Dixon, a tenté tant bien que mal de se justifier. You know, with all due respect, you know, any indication that any level of accidents is acceptable in any analysis is not reflective of the 45,000 dedicated professionals at the FAA. So, okay, you're not going to say anything definitive. Et c'est pas fini avec la FAA, il y a encore pire. On va apprendre grâce à la commission d'enquête que l'autorité de régulation savait ce qui allait se passer avec le 737 MAX, du moins pour le deuxième crash. Alors la FAA, elle est obligée de produire un rapport quand un accident grave se produit, comme celui du Lion Air. Seulement 10 jours après le crash du Lion Air, elle émet une note aux compagnies du monde entier en mentionnant le MCAS et ses risques inhérents, sans prononcer aucune interdiction de vol. Dans le rapport complet qu'elle publie le 3 décembre 2018 sur le crash de Lion Air, la FAA estime que les problèmes avec le MCAS qui ont provoqué le crash du Lion Air pourrait arriver une quinzaine de fois sur la durée d'exploitation du 737 MAX, à savoir 30 ans, et qu'il y aurait donc 2900 victimes potentielles. Ils prédisent que d'autres crashs vont se produire comme celui de l'Ethiopian qui arrivera 2 mois plus tard, mais à aucun moment ils ne prononcent d'interdiction de vol des 737 MAX. Bon, vous voyez, il n'y a absolument rien qui va dans cette affaire, il y a des collusions et des conflits d'intérêts à tous les étages, et ce rapport complètement cynique de la FAA en est une bonne illustration. Il est cependant important de mentionner que de nombreux ingénieurs de Boeing ont tenté d'alerter les autorités bien avant que le premier 737 MAX ne décolle. Des mails en interne ont ainsi été récupérés et diffusés pendant la commission d'enquête. Un employé de Boeing dit ça en 2015, un an avant la sortie du 737 MAX. C'est un avion conçu par des clowns et supervisé par des singes. Dans un autre échange en 2016, un employé de Boeing demande à son collègue « Est-ce que tu mettrais un membre de ta famille dans un 737 MAX ?» Et il répond « Non, jamais de la vie. » Et dans un mail du 17 décembre 2015, les pilotes d'essai de Boeing font état à la direction de défaillance de sonde avec le MCAS. En plus de ça, l'un des ingénieurs de Boeing va particulièrement faire parler de lui, il s'agit de Ed Pearson. Ed Pearson a écrit à 6 reprises à la direction de Boeing pendant la conception du 737 MAX pour les informer des manquements graves se produisant sur la chaîne d'assemblage et de ce qu'il considère comme une baisse choquante des normes de sécurité. Il va être invité à témoigner au Congrès pendant l'enquête. I requested a one-on-one meeting with the general manager on July 18th and repeated my recommendation to shut down the factory for a brief period of time. When I mentioned that I've seen operations in the military shut down for lesser safety concerns, I will never forget his response, which was, "The military isn't a profit-making organization." Cet exemple résume plutôt bien la posture complètement hallucinante des dirigeants de Boeing dans toute cette affaire. La commission d'enquête rend finalement sa décision en septembre 2020. Boeing est condamné à verser 2,5 milliards de dollars répartis de la manière suivante. 243 millions de dollars d'amende pénale, 1,77 milliards de dollars d'indemnités aux compagnies aériennes ayant commandé le 737 MAX et 500 millions de dollars pour un fonds destiné à indemniser les proches des victimes. Pour une compagnie qui vaut plus de 150 milliards de dollars, l'amende paraît légère. Le CEO de Boeing, Dennis Muilenburg, qui a tout fait pour rester en poste depuis le début de l'enquête, annonce finalement sa démission face à l'accumulation de tous ces éléments à charge. Il daigne finalement à s'excuser auprès des familles de victimes dans un moment de tension extrême. I wanted to tell you I'm sorry. And I've had the opportunity to talk with some of you and hear your stories. And we are deeply, deeply sorry. We'll never forget.
Il quitte Boeing avec un parachute doré de 62 millions de dollars en actions Boeing. Ouais, c'est pas une blague. Le 737 MAX, après de nombreuses modifications et surtout l'ajout d'un bouton de désactivation du MCAS dans le cockpit, est autorisé par la FAA à reprendre les cieux le 18 novembre 2020 après 21 mois d'immobilisation. On pourrait penser que Boeing a maintenant corrigé tous ses défauts sur son 737 MAX et qu'ils vont essayer de regagner la confiance du public et des compagnies aériennes. C'est d'ailleurs ce qu'affirme le successeur de Dennis Muilenburg, David Calhoun, en 2020. We believe this airplane is safer than the safest airplane flying today. Every next airplane has to be that way. It has to be that way for Boeing. It has to be that way for our competitors. Mais non, pas du tout, le 737 MAX va encore faire parler de lui. Je vous en parlais pendant l'intro, le 5 janvier 2024, il y a un mois et demi, un nouvel incident impliquant un avion Boeing fait les gros titres. À ce moment-là, tout le monde croit à un canular. C'est pas possible, pas encore cet avion, pas encore le 737 MAX. Eh bien si. En fin de journée, un 737 MAX d'Alaska Airlines décolle de l'aéroport de Portland et quelques minutes après le décollage, l'une des portes de l'issue de secours s'arrache brutalement à 5000 mètres d'altitude. Des manquements extrêmement préoccupants vont être découverts. Cette fois-ci, c'est plus simple, c'est juste des boulons qui ont été oubliés au moment de la production de l'avion à l'usine Boeing. Par miracle, aucun blessé à déplorer, les 2 sièges mitoyens de la porte n'étaient pas attribués. Un enfant de 9 ans était assis sur le siège tout à droite, il a seulement eu son t-shirt arraché et son téléphone portable aspiré. Je vous laisse imaginer ce qu'il se serait passé si la porte se serait décrochée quelques minutes plus tard, quand les ceintures n'auraient plus été obligatoires à bord de l'avion. Ce qui est extrêmement préoccupant avec cet incident, une fois de plus, c'est que tous les ans on découvre des problèmes graves de conception sur le 737 MAX. L'année dernière, c'était des boulons qui n'étaient tout simplement pas serrés dans les gouvernes de direction qui ont provoqué un rappel massif des 737 MAX aux usines de Boeing. Et cette fois-ci, on ne peut pas imputer ces problèmes au design du 737 MAX, mais bien du contrôle qualité global des usines de Boeing. Quand on voit ça, on ne peut que repenser au témoignage de Ed Pearson, l'ingénieur de Boeing, qui dénonçait une qualité de fabrication en chute libre depuis plusieurs années. Mais alors, comment une entreprise aussi prestigieuse et rigoureuse par le passé comme Boeing a-t-elle pu sombrer dans un tel marasme? Comment la culture de Boeing a-t-elle pu changer à ce point? Pour de nombreux experts et d'anciens employés de Boeing, un point de bascule bien précis est le responsable de ce changement de culture. Ce point de bascule bien précis, il intervient en 1997. Un événement majeur fait la une de tous les journaux américains. Boeing annonce racheter McDonnell Douglas, le deuxième constructeur aéronautique mondial en volume de vente. Les deux entreprises fusionnent. Au moment de ce rachat, un choc des cultures a lieu. La vision des ingénieurs de Boeing était jusqu'à présent de faire les meilleurs avions possibles, peu importe les montants dépensés en recherche et développement. En face, chez McDonnell Douglas, les cadres sortent d'une bataille de 10 ans pour sauver l'entreprise qui était promise à une faillite certaine. Ils viennent de passer la décennie 90 à tailler dans les dépenses et à réduire les coûts de fabrication au maximum, tandis que Boeing mettait plus l'accent sur la qualité et la fiabilité de ses avions, peu importe le prix. Pour simplifier, on a d'un côté les talentueux scientifiques de Boeing et de l'autre les businessmen aux dents longues de McDonnell Douglas qui vont devoir cohabiter au sein de la même entreprise. Et sans grande surprise, les businessmen vont manger les scientifiques. La figure de proue des businessmen de McDonnell Douglas, c'est Harry Stonecipher, le CEO de l'époque. Il devient COO de Boeing après la fusion et prend la tête du groupe en 2003. Harry Stonecipher, c'est un personnage haut en couleur avec un caractère bien trempé et il va réussir au fil des années à faire infuser sa vision à l'intérieur de Boeing. Il va largement contribuer à faire de Boeing une entreprise très rentable qui plaît aux investisseurs, au diable la sécurité. Voilà ce qu'il disait en 2010 dans une interview pour le Wall Street Journal. Quand les gens disent que j'ai changé la culture de Boeing, ils ont raison, c'était l'objectif pour qu'elle devienne un véritable business plutôt qu'une entreprise d'ingénieurs. Harry Stonecipher matérialisera cette volonté en transférant le siège social de Boeing à Chicago, bien loin des usines historiques de Seattle. Le divorce entre les ingénieurs et les cadres de Boeing est entériné. Le résultat a été un abandon d'une ingénierie coûteuse et innovante de l'ancien Boeing vers ce que certains ont appelé une culture plus agressive, vouée à maintenir les coûts bas et à favoriser la mise à niveau des modèles plus anciens au détriment de l'innovation. Le feuilleton du 737 MAX étant peut-être le meilleur exemple pour illustrer ce revirement. Avec un changement de culture comme celui-ci et l'affaire du 737 MAX qui a tout révélé au grand jour, le constructeur Boeing va-t-il réussir à s'en sortir ? L'impact de ces scandales à répétition ont été cataclysmiques pour Boeing, vous pouvez vous en douter. On estime le manque à gagner à 30 milliards de dollars pour l'avionneur américain. Un manque à gagner si énorme qu'on peut légitimement se demander si Boeing va survivre à cet énorme trou d'air. Les experts sont très divisés sur la question, et c'est pas rassurant de voir ça quand on parle d'une multinationale valorisée à 150 milliards de dollars et qui emploie 160 000 personnes dans le monde. Si on regarde seulement les chiffres, l'action Boeing a pris un sacré coup depuis le début des déboires du 737 MAX, passant de 440 à 90 dollars de mars 2019 à avril 2020. Elle est depuis remontée grâce à la reprise massive du transport aérien depuis 3 ans. Mais l'indicateur le plus important pour juger de la santé d'un constructeur aéronautique, c'est le nombre de commandes qu'il reçoit, et pour Boeing, c'est pas la folie. Fin 2023, Airbus comptait plus de 8000 commandes actives, tandis que Boeing plafonnait timidement à 6000. Un exemple marquant s'est passé au Bourget 2023. Donc alors le Bourget, c'est un aéroport au nord de Paris qui organise une fois par an l'un des plus grands salons aéronautiques du monde, et c'est traditionnellement pendant ces grands salons que les compagnies aériennes passent commande de nouveaux avions. Au Bourget 2023, la compagnie low cost indienne Indigo avait pour projet de commander 250 à 320 Neo et 250
150 737 MAX pour renouveler sa flotte, mais la compagnie s'est ravisée à acheter chez Boeing au vu de tous les problèmes rencontrés sur le MAX et a commandé 500 Airbus A320neo, une commande à plus de 50 milliards de dollars. Boeing n'attire plus, du moins sur le segment des courts moyens courriers. Boeing arrive pour le moment à compenser avec ses avions long courriers, le 787 et le 777, qui sont de bons avions, qui plaisent beaucoup aux compagnies aériennes, et le 777X, qui devrait arriver l'année prochaine, devrait également être un succès commercial. Mais dans le timing global de sa stratégie, Boeing est vraiment dans une situation délicate. Le 737 MAX de Boeing, comme on l'a vu, est dangereux, mais pour le moment, ils ne peuvent pas démarrer la conception d'un tout nouvel avion pour remplacer le 737 MAX. Parce que si Boeing construit un tout nouvel avion maintenant pour sa gamme moyen court courrier, il doit être conçu pour durer au minimum 40 ans pour espérer à terme de la rentabilité, mais le monde de l'aviation, il doit se réinventer et il va connaître son plus gros bouleversement dans les 10 ou 15 ans à venir pour se séparer du kérosène, le carburant des avions, qui est très polluant. Les constructeurs travaillent d'arrache-pied en ce moment même pour annoncer le plus rapidement possible l'arrivée d'une technologie décarbonée pour équiper leurs avions. Au moment où j'écris cette vidéo, les technologies ne sont pas mûres, on ne sait pas si ce sera l'hydrogène ou l'électrique qui sera massivement utilisé dans l'aviation, et Boeing ne peut pas se permettre de concevoir un nouveau design d'avion qui risquerait d'être obsolète dans 10 ans si une nouvelle technologie fait son apparition. Car s'il devient obsolète dans seulement 10 ans, ce sera une fois de plus des dizaines de milliards de dollars jetés par les fenêtres pour Boeing. Donc on a du côté européen Airbus qui est exactement dans le bon timing avec un avion qui fonctionne très bien, donc la 320neo, qu'ils pourront pousser sans souci jusqu'en 2035 voire 2040. Et de l'autre, Boeing qui va essayer de pousser son dinosaure dangereux jusqu'à ces dates s'il ne se fait pas interdire de vol une bonne fois pour toutes avant. Si cette interdiction de vol arrive, la faillite de Boeing risque d'être inévitable. Inévitable car comme on l'a vu, le segment des avions moyens court courrier est de loin le plus rémunérateur pour les constructeurs grâce aux économies d'échelle qu'ils réalisent pendant la construction des appareils. Donc vous l'aurez compris, les années à venir vont être très intéressantes dans le monde de l'aviation. Cette situation est bel et bien l'épilogue de cette affaire absolument hallucinante où l'entreprise Boeing a mis en danger des centaines de milliers de personnes par appât du gain en usant de sa posture dominante sur le marché pour arriver à ses fins. Et le pire dans tout ça étant peut-être que ce 737 MAX, avec tous les défauts de fabrication que l'on découvre chaque jour, est encore autorisé à voler à l'heure où j'écris cette vidéo. On ne se demande plus si un crash d'un 737 MAX peut encore arriver, mais quand un crash de 737 MAX va encore arriver. Voilà, c'est la fin de ce deuxième long format sur la chaîne. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait après ma première vidéo sur l'affaire Ghosn. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu également. Là, je viens de terminer le montage et il vient encore de se passer des dingueries avec Boeing. Un 777 qui perd une roue au décollage, le pare-brise d'un 737 MAX qui se fissure en plein vol. Enfin bref, c'est le bordel. Pour finir, si vous voulez aider la chaîne à se développer, un petit like, un commentaire et un abonnement, c'est déjà incroyable. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront et moi je vous dis à très bientôt.